Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au Maïf Social Club pour cette nouvelle conférence avec la ruche qui dit oui. Ce sera la dernière pour cette année dite scolaire. J'en profite pour vous dire un mot sur notre nouvelle thématique sur l'intelligence artificielle. En bas, vous avez peut-être pu entrevoir ou entrer dans l'exposition. Comme chaque thématique, ça croise expo, ateliers et conférences. Certains connaissent déjà le principe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lieu ouvert à tous et gratuit. On pourra vous expliquer à l'issue de la conférence comment ça fonctionne et vous présenter un petit peu plus en avant le concept du lieu. Ce soir, donc cette conférence, on va parler d'humain. Des initiatives se multiplient pour reprendre en main sa façon de se nourrir, de se loger et même de choisir son énergie. Donc Hélène accueille ce soir 3 acteurs qui redonnent l'envie et le pouvoir d'agir. Alors, avant de laisser la parole à Hélène, à l'issue de la conférence, un petit cocktail vous est offert où vous pourrez rencontrer les intervenants et puis nous, l'équipe du Maïf Social Club, pour toute question. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Donc, les présentations ont déjà été faites. Donc, ce soir, on va parler effectivement de comment reprendre un peu le pouvoir sur sa vie. Hein. C'est un bien grand terme, mais en tout cas, comment on peut reprendre le pouvoir sur son logement, devenir un peu producteur de logement, comment on peut reprendre le pouvoir sur son énergie, de choisir son énergie, mais aussi, pourquoi pas, la produire. Et puis aussi, se tourner vers le côté plus artisanal et savoir-faire, et voir comment on peut, nous aussi, tous devenir artisans. Donc on a 3 intervenants pour nous parler de tout ça. Ça va être un peu frustrant parce qu'en fait, ils pourraient chacun tenir sur 1h30 d'intervention, mais on va limiter, vous discuterez avec eux après. Donc nous avons Xavier Point, qui est fondateur de CPA-CPS. C'est un promoteur spécialisé dans la conduite de projets d'habitat participatif. Nous avons à côté Édouard Eglunan, qui est cofondateur de Weekendoo. Weekendoo, c'est une plateforme d'ateliers manuels entre artisans et particuliers, un espèce de Airbnb de l'artisanat, si on veut simplifier. Et puis enfin, nous avons Thomas Pasquier, qui est chargé de mission chez Enercop, qui est une coopérative qui produit enfin qui produit pas, mais en tout cas qui fournit de l'électricité 100% renouvelable et participative. Voilà le programme. Donc nous allons commencer en fait par parler habitat. Nous allons en parler avec Xavier Point. Donc Xavier, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, un promoteur participatif. Vous avez fondé la société CPA-CPS. CPA, ça veut dire construire pour les autres. CPS, ça veut dire construire pour soi-même. Concrètement... C'est le contraire. Construire pour les autres comme pour soi-même. Ok. Tout à fait... Alors bon, concrètement, c'est quoi tout ça? CPA, CPS, qu'est-ce que vous faites? Donc nous, on est promoteurs, effectivement, on est maître d'ouvrage de projets participatifs. C'est-à-dire qu'on associe les deux notions, en fait, participation et maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que c'est nous qui portons les projets, qui prenons le risque de les porter, qui les finançons. Mais en même temps, on essaye de faire venir les habitants et les futurs utilisateurs dans le processus qu'on mène. Donc du coup, on est presque plus dans une co-collaboration, une co-élaboration qu'une reprise en main du pouvoir du futur habitant sur le professionnel. C'est plutôt comment est-ce qu'on recrée des passerelles entre des gens qui se sont un peu oubliés les uns les autres. Alors sur votre site internet, on peut lire réinventer l'art d'habiter ensemble, professionnaliser la participation, promouvoir une architecture amicale, choisir la mixité et l'accompagner. Alors c'est très ambitieux. Je propose que pour raconter un petit peu comment vous fonctionnez, qu'on regarde quelques photos et que vous puissiez comme ça nous raconter l'habitat participatif chez vous. Ça vous va? Tout à fait. Alors là, je lance un document. Donc là, en fait, c'est le dernier projet qu'on a livré. Et juste pour dire d'où on vient, en fait, nous, on a créé CPA-CPS à la suite de notre propre projet d'autopromotion. Donc on a vécu cette expérience d'implication dans le processus de construction. Et on s'est dit à ce moment donné qu'on avait besoin, quand on a quitté ce projet, on s'est dit on doit faire notre métier et on va emmener les autres dans ces projets. Donc voilà, donc on a essayé d'élaborer des processus pour que
les habitants puissent suivre depuis la programmation jusqu'à la livraison. Donc là, on a le dernier projet donc à Montreuil, donc c'est 26 logements. On peut passer. Donc là, on voit à la fois comment les gens sont sur le début, donc avant même le chantier, sont au début de toutes les actions, c'est-à-dire les choix du programme, c'est-à-dire la structure de l'organisation du bâtiment, jusqu'au choix des matériaux, des finitions, on va dire. Donc on a bien un projet où là on voit l'architecte et où les habitants vont s'approprier et vont comprendre comment le professionnel, les professionnels travaillent et pouvoir influer sur ces pratiques. Donc là, c'est aussi la dimension qui est importante, c'est la découverte, c'est comment les habitants ressentent, on va dire, les lieux, et surtout les enfants, c'est important pour eux aussi de comprendre ce qui se passe. Donc ça va aussi pour eux, la partie conception est moins compréhensible, mais en tout cas la partie du chantier et de l'évolution du projet est importante. Donc on leur fait visiter beaucoup le plus souvent possible le chantier. Donc là aussi, c'est beaucoup de réunions. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver un processus aussi qui prend le même temps que les autres projets, mais ça implique de se voir souvent et d'échanger beaucoup sur les projets qu'on produit. Donc là, c'est aussi des moments où on vote, par exemple, quand il y a des choses qui se décident, sachant qu'aussi, c'est toujours le même principe, c'est la difficulté pour comprendre un projet, de garder la place de chacun. L'architecte reste l'architecte, le promoteur reste promoteur, et l'habitant est là vraiment pour l'aider à réfléchir autrement. Mais à un moment donné, nous, en tant que maître d'ouvrage, on reste pilote et décisionnaire sur ce genre d'éléments. L'habitant, il est arrivé ici comment, en fait? Ces gens-là, vous les avez recrutés comment? Enfin, comment ils sont venus dans ce projet-là? Alors ça, c'est... au début, nous, on est dans certains réseaux associatifs, donc on fait parler de nos projets dans une première phase, et les habitants se regroupent petit à petit sur un temps d'élaboration donc c'est beaucoup du bouche à oreille, on ne communique pas comme un professionnel classique, donc ça va être beaucoup de rencontres avec des habitants, sachant qu'il n'y a pas de cooptation dans les projets. Ceux qui veulent venir viennent. C'est justement un des éléments importants de notre démarche. En général, on ne fait pas des projets pour un groupe d'amis qui peuvent être autonomes. Je veux dire que c'est aussi un élément important. C'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à regrouper et à organiser, on va dire, le travail de gens qui ne se connaissent pas. Donc là encore une visite, donc ça c'était pendant la plantation du jardin en fin de programme. Donc là aussi, à un moment donné, à quel moment on peut faire participer les habitants le plus possible en toute sécurité et sur des éléments qui peuvent s'approprier. Donc le jardin, c'est un élément important. Sur ce projet, là, il y avait à peu près 600 à 700 mètres carrés de jardin à planter, et on a travaillé sur un week-end avec les paysagistes, enfin l'entreprise et les habitants pour aménager, et les enfants étaient vraiment de la partie, et ça a été un moment assez important pour eux. Donc là on voit effectivement tout le monde la main à la pâte. L'emménagement aussi, voilà, donc c'est aussi des projets qu'on raconte beaucoup. On écrit beaucoup de choses dessus, on prend beaucoup de photographies, on fait beaucoup de documents qui permettent à la fois de documenter notre travail, mais aussi pour les gens qui arrivent après de se le réapproprier. C'est aussi un enjeu important. C'est des projets sur la durée dont l'histoire se réapproprie, on va dire, qui se recycle. Et ça, c'est un enjeu fort et un enjeu de pérennité en fait de l'esprit des lieux. C'est aussi un élément important, c'est que ces projets, c'est pas que nous qui les racontons, c'est aussi les habitants. Et donc là, on voit Hélène sur la gauche, qui reçoit une équipe d'architectes et d'urbanisme qui venait des Pays-Bas et d'Allemagne, et qui présentait sa présence. Et c'est elle qui a présenté le projet. Nous, on est intervenus un petit peu, mais à un moment donné, c'est aussi ça qui est important. C'est eux qui l'incarnent. Et c'est eux qui le racontent aussi, qui font visiter leur logement. Il y a vraiment une forme de fierté dans la façon dont ils aiment ça. Voilà, ça fait plaisir pour eux de raconter leur histoire. C'est une véritable aventure. Voilà, c'est aussi ça, comment le quotidien d'un habitat se transforme de se loger, on va dire, à habiter. Et habiter, ça veut dire aussi raconter. Voilà, c'est vraiment ça va avec.
Donc là, c'est un bâtiment qui fait 26 logements, donc c'est aussi important de montrer qu'on arrive dans la ville avec des bâtiments qui ont à la fois une qualité architecturale forte, mais aussi un volume. Enfin, c'est pas mal de monde, ça fait 70 personnes dans un même lieu. Comment est-ce qu'on réfléchit à la cohabitation avec ce nombre de personnes? Il y a des espaces communs dans cette... Oui, alors donc il y a une salle commune de 60 mètres carrés et il y a à peu près, ce que je disais tout à l'heure, 700 mètres carrés de jardin, dont une bonne partie sur les toits. On va voir les photos suivantes où on va mieux comprendre. Voilà, par exemple, sur le toit du bâtiment à l'arrière, vous avez 300 mètres carrés à peu près de jardin, 250-300 mètres carrés, quasiment en pleine terre, avec 80 cm de terre. Là, vous avez des arbres qui peuvent se développer. Vous avez vraiment, voilà, c'est très généreux comme espace et ça change vraiment complètement la façon de vivre son bâtiment, évidemment. Et ça, par exemple, les jardins sur les toits, ce sont les habitants qui les ont demandés? C'était une proposition de l'architecte? Par exemple, c'est l'architecte, quand on lui a passé la commande, il trouvait ça hallucinant. Il dit, mais jamais un promoteur me passe cette commande. Jamais un promoteur me demande de faire un jardin sur les toits. Jamais un promoteur me demande de faire des coursives qui vont obliger les habitants à passer devant chez les autres pour aller chez soi. Donc forcément, si nous, on a un groupe d'habitants qui est prêt à vivre cette expérience, on les suit, on va avec eux. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Le promoteur, lui, il va faire le -10 pour être sûr d'avoir une cible. Nous, on prend des gens qu'on sait qu'ils vont être motivés à vivre de cette manière-là. Donc là, on voit par exemple, c'est typiquement l'image qui montre les coursives qui circulent devant et qui font des espaces partagés au fond, qui font des espaces extérieurs, et les jardins, qui sont tous qu'on ne retrouve pas dans l'urbanisme aujourd'hui classique. Ouais. Ah ben, on met de la terre, on l'amène avec une grue et on met ça sur un bâtiment qui est très solide. Évidemment, oui. Il y a beaucoup de toits qui sont, sur lesquels on peut mettre des jardins. Enfin, Paris est en train de végétaliser beaucoup de toits, donc soit avec juste un petit peu de substrat, et, voilà, soit avec carrément de la terre, et il y a même des arbres fruitiers sur certains toits. Mais effectivement, il faut qu'il y ait la bonne portance. Voilà, ça y a déjà les questions. On fera après les questions peut-être, non? Non. Non, donc ça c'est aussi une particularité qu'on développe dans tous les projets, parce que c'est effectivement la question de la mixité au sens large, parce que c'est la mixité sociale, on en parle beaucoup, et voilà, c'est un sujet compliqué, hein, il ne faut pas se leurrer, mais en même temps c'est un sujet dont on ne peut pas faire l'économie. Par exemple, je pense que des enfants qui vont à l'école dans une école où il y a tout type de population n'est pas le même que celui qui est dans un quartier ou défavorisé ou favorisé. C'est une expérience et on a une façon de voir le monde différente. Au fond, c'est un peu la même chose. On se retrouve dans un endroit où on se doit de se poser cette question. Nous, l'enjeu qu'on a en étant promoteur, parce qu'il y a d'autres projets qui sont des gens qui sont portés par leur propre force, donc qui autofinancent, etc., donc qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin de professionnels comme nous. Nous, on s'adresse quand même à des gens qui sont limites financièrement, qu'on va aider avec des structures qui vont faire de l'aide à l'accession ou de l'aide pour la location. Et donc, on emmène des gens qui sont un peu exclus, on va dire, de choses un peu innovantes en général. Donc, et dedans, on a une maîtrise d'ouvrage d'insertion, ce qu'on peut résumer un bailleur social qui, spécifiquement dans des logements diffus, qui a acheté 3 logements et donc il y a des logements sociaux qui sont intégrés à ce projet. Et il y a aussi beaucoup d'accessions on voit que c'est des projets où il n'y a pas d'investisseurs, ce sont que des habitants qui y habitent, qui achètent. Par contre, sur 26 logements, il y a déjà 16 foyers qui sont primo-accédants parce qu'ils ont été aidés pour participer. Voilà, donc c'est une logique qu'on essaye de brasser et de trouver des solutions pour aller le plus loin possible. C'est privé. Tout est privé dans ce projet. Rien. Non, rien à voir dans ce projet. Si, elle a financé le... Mais bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Je poursuis et puis on va une des questions. Oui, ça fuit. Bah, là, pour le coup... Non, je pense qu'il y a...
Là, pour le coup, après, un toit, ça se répare, la terre, ça s'enlève. Il n'y a pas de durée. Moi, là, je ne pourrais pas vous répondre. Ça ne va pas se déclencher. À 10 ans, ça fuit. Hein. Je veux dire qu'il y a des opérations, au bout de 10, 20, 30 ans, je pense que ça, voilà, la membrane est protégée. Donc, à un moment donné, c'est des risques qu'on prend. Tout le monde est prêt à les prendre. Et effectivement, sur un projet comme ça, quand ça fuit, on a fait des trous, on a réparé, et ça se répare. C'est juste que tout est un peu plus compliqué à faire. C'est pour ça que les promoteurs n'y vont pas. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas trop rentrer là-dedans, parce que sinon je vais prendre beaucoup de paroles à mes voisins et ce ne serait pas sympa. Alors, je continue. J'appuie sur la suivante. Ouais. Donc là, on voit ce que nous, on défend aussi dans les projets de ce type-là, c'est vraiment la qualité du bâti. Je veux dire que la dimension architecturale ne doit pas être un laissé pour compte de l'habitat participatif. Et c'est aussi ce qui fait la force d'une maîtrise d'ouvrage pour nous, professionnels. C'est aussi qu'on a ça qui est garanti, on va dire. Les habitants, pour certains, pour qui ce n'est pas forcément important, peuvent parfois amener un projet participatif vers quelque chose qui est moins qualitatif. Nous, vraiment, c'est un enjeu qui est fort. Donc voilà, on le maîtrise et on l'emmène jusqu'au bout. On voit tous ces espaces intermédiaires, c'est aussi tout ça qui est important. Et les jardins, voilà, là j'y suis allé la semaine dernière, voilà aujourd'hui comment ça a poussé. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, je pense que là aujourd'hui on est en train de faire un retour d'expérience avec tous les habitants de nos projets. Donc ça fait un peu plus de 40 entretiens assez longs sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Et on voit à quel point c'est des façons c'est des projets qui ont changé leur façon. Alors ils ne sont pas meilleurs, c'est pas des gens, voilà, c'est pas un point de vue moral dans cette question-là. Ils sont pas, mais en tout cas, ils vivent leur habitat différemment, ils se projettent différemment. Et ce qui est intéressant dans le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'ils disent que ça a aussi une influence sur leur façon de s'organiser et de monter des projets à l'extérieur. Et ça, c'est assez surprenant. On ne pensait pas qu'on pouvait aussi, ça pouvait aussi se réfléchir comme ça. Voilà. Voilà, on a fait le tour de... Alors là, il faut que je fasse une petite manip. Je regarde mon anti-sèche. Vas-y, continue si tu veux. Ouais. Non, mais du coup, maintenant, on repart sur d'autres projets. Et l'idée, c'est vraiment que ces projets soient fédérateurs et ne soient pas forcément des îlots isolés, comme ça, ponctuels. Que ce soit vraiment un outil qui permet de se développer quand même de façon assez récurrente. On a parlé tout à l'heure de la mixité. En France, il y a un peu deux types d'habitat participatif. Il y a le groupe d'amis ou de connaissances qui se rassemble et qui va chercher un lieu. Et puis à vous, ce que vous proposez, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire un lieu qui va chercher des personnes extérieures. Comment la sélection se fait? Donc tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait pas de cooptation, mais par exemple, est-ce que là, quand vous ouvrez le projet, s'il y a 200 candidatures, entre guillemets, comment le choix se fait? Et comment le fait de ne pas se choisir fait que finalement, ça fonctionne bien quand même et que cette mixité, elle va bien, quoi. Alors, heureusement, effectivement, on n'a pas eu encore à trancher sur ces 200 personnes qui venaient pour 20 logements. Donc on a toujours eu la possibilité de... Voilà, c'était toujours fait naturellement et on a rarement eu à refuser des participants. Donc nous, justement, comme je disais tout à l'heure, on ne s'adresse pas à un groupe d'habitants déjà constitués et qui seraient autonomes. Je veux dire qu'il y a des façons de faire, ils peuvent se débrouiller tout seuls, donc ils n'ont pas besoin de nous à la limite. Donc nous, ce n'est pas vers ce public-là qu'on se dirige, mais c'est vraiment sur des personnes qui ont besoin parce que leur métier les prend trop, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils ne sont pas compétents, parce que ce sont quand même des processus compliqués. Donc voilà, donc ça c'est pour ça aussi qu'on a cette méthodologie-là. Et après, c'est ça le défi, justement, c'est d'arriver à... C'est des vrais laboratoires de démocratie, en fait, on va dire. C'est un endroit où des gens vont, quelque part, avoir un objectif tellement évident qu'il faut que ça marche, que c'est un engagement fort, qui vont trouver les moyens de s'organiser, de régler des problèmes. C'est jamais simple, des fois ça se prend le chou. Voilà, c'est comme n'importe quelle copropriété ou n'importe quel collectif, mais en même temps il y a une forme d'évidence à trouver les solutions quand il y en a besoin et à s'organiser. Et c'est ça qui fait la force de ces projets-là. Il y a dans plein d'endroits, voilà, on n'a pas inventé non plus complètement l'habitat collaboratif, où il y a plein
endroit où ça se fait sans habitat participatif, mais juste on le favorise énormément. On favorise cette connexion entre les habitants. Et la mixité, avec les logements sociaux qui sont implantés là, ça se fait aussi, en tout cas la question se pose. C'est-à-dire que c'est pas simple, mais la question se pose et ça oblige les gens à réfléchir dans quoi ils vivent, à côté de qui ils vivent, et sur la question de la réciprocité aussi. C'est vraiment un enjeu important. C'est-à-dire que la mixité, c'est pas simplement moi en tant que bourgeois, je donne et j'accueille quelqu'un, j'accepte quelqu'un. C'est savoir aussi se dire qu'est-ce que ça m'apporte, comment, voilà. Donc c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais je pense que c'est aussi important d'illustrer cette façon un peu évidente sur ce rapport d'échange qu'il peut y avoir comme ça avec des gens différents. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les espaces communs? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors là, c'est là que c'est assez intéressant, c'est que les gens ont leur propre projet. Vous imaginez 26 foyers, ça fait 26 projets presque. Donc il y a des gens qui ont des AMAP, des achats de collectifs de vin, de pain, de cours de yoga. Tous s'imaginent. En fait, c'est vraiment, ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment une sorte de lieu où l'imagination, où tout peut se mettre en route et devient possible. Et le retour qu'on a des habitants, c'est ça, c'est que c'est un lieu où, presque pas d'émerveillement, mais en tout cas, où quand on rentre, il se passe toujours quelque chose et on est toujours surpris et au fond, son voisin devient, on est intéressé, on est curieux de ce qui se passe. Alors au début, vous avez dit, on a vu pas mal de photos où il y avait des réunions. C'est long de monter un projet participatif. Ça prend combien de temps? Pour nous, c'est un enjeu fort de dire que ça prend le même temps qu'un projet normal. Voilà. Mais notre projet, quand on l'a monté, nous, ça a pris 10 ans. Donc on s'est dit, on n'y serait jamais allé si on avait su que ça allait prendre autant de temps. D'où pour nous l'importance de se professionnaliser. Donc le participatif ne doit pas prendre plus de temps, ou beaucoup plus de temps, et c'est possible. Donc voilà, par contre, c'est vrai que c'est quand même un sport de combat, surtout quand on n'est pas accompagné, quand il n'y a pas un bailleur social ou un promoteur comme nous qui... voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Là, par exemple, à Montreuil, ça a pris combien de temps? Le projet a pris un peu plus de 3 ans. Entre le moment où on a acheté le terrain et le moment où on a livré, c'est 3 ans et 4 mois à peu près. Oui, donc là, c'est à peu près classique. C'est même plus que bien. Enfin, voilà, ça n'existe pas plus court. D'accord. Alors moi, si je souhaite me lancer dans un tel projet, voilà, par exemple, si demain je me dis, voilà, j'ai envie de rejoindre un habitat participatif, je fais quoi? Où est-ce que je trouve l'info? Est-ce qu'il y a des fédérations d'habitat participatif? Alors, il y a pas mal d'associations. Vous tapez sur Internet, vous pouvez trouver ce genre de... Ça reste quand même malgré tout des niches. Voilà, il n'y a pas encore beaucoup. Les municipalités sont un peu frileuses par rapport à ça, même si elles affichent beaucoup d'ambition. Voilà, c'est pas si simple que ça à monter. Là, je pense qu'Internet est un outil indispensable pour aller chercher dans sa région. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour ça et qui sont très structurées et qui peuvent apporter pas mal de conseils. Parce que là, il y a à peu près une centaine, répertorié à peu près seulement une centaine d'habitats participatifs en France, c'est ça à peu près les chiffres, quoi. Donc c'est quand même très peu. Voilà. Après, j'imagine il y a tous ceux qui sont pas répertoriés et qui se font entre amis. Il y en a qui sont discrets, oui. Qui sont discrets. Qui se veulent discrets, ce qui ne veulent pas justement être sous le feu de la rampe, mais il y en a peu. Il y a maintenant pas mal de bailleurs sociaux qui commencent à proposer ce genre de projet. Mais voilà, l'enjeu effectivement est que ça se développe plus. Et si j'avais pas du tout envie d'aller dans un habitat participatif et que vous deviez me convaincre, qu'est-ce que vous me diriez? Pourquoi j'aurais intérêt à aller je ne cherche absolument pas à vous convaincre. Bon, alors, parce que justement, ça doit être vraiment quelque chose qui vient de sa propre envie de... Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est de voir des gens qui viennent dans les projets et qui, au début, sont un peu dubitatifs ou se disent c'est quoi ce truc. Ça arrive souvent dans les foyers, par exemple. On voit, par exemple, dans les projets d'habitat participatif, dans le retour d'expérience, c'est les femmes, essentiellement, qui sont moteurs des projets, beaucoup plus que les hommes. Et on voit les compagnons ou les maris, à la fin du truc, dire en fait, au début, je trouvais ça ceci, cela, et puis en fait, voilà, j'ai été convaincu par ça. Donc voilà, donc il y a quand même aussi pas mal de fois des gens qui se laissent embarquer et qui prennent le risque de se laisser embarquer. Et au fond, c'est peut-être ça qui est assez intéressant, c'est de se laisser emporter là où on ne sait pas forcément comment ça va finir. Alors, vous documentez pas mal justement toutes ces expériences-là. Quels sont les traits les plus saillants en fait? Qu'est-ce que les gens
y ont trouvé dans ces habitats-là, en fait? Qu'est-ce qu'elles sont... Ils y ont trouvé... Ils sont venus chercher, qu'est-ce qu'elles ont trouvé finalement? Ils y ont trouvé, je pense, une vraie façon de vivre autrement. Ils y ont trouvé pour leurs enfants un autre univers. Voilà, c'est vraiment... pour la question de l'éducation et des relations avec les enfants, d'ouverture, de facilité de vie, ça n'a rien à voir. Donc et puis c'est la solidarité qui s'impose forcément de façon assez simple sur les besoins. Voilà, nous on le vit aussi, ça devient assez facile. Donc c'est toutes ces petites choses, en fait, c'est une somme d'éléments dans le quotidien qui sont différents. C'est pas des choses magistrales forcément, mais par contre c'est plein de petites différences qui font qu'à la fin le lieu a vraiment une identité. Merci beaucoup. On aura plein de questions, je pense, à la fin, mais on va attendre la fin. On va passer avec Thomas Pasquier, donc, qui est chargé de mission chez NERCOP. Donc là, on change un peu de sujet, mais on reste encore dans l'habitat. Qui donc travaille chez NERCOP, qui est une coopérative, donc, pour une électricité 100% renouvelable et participative. Et pour illustrer un petit peu ce qu'est NERCOP, je vais vous montrer un petit film qui montre ce qui se passe derrière la prise. Derrière vos prises, vous ne savez pas ce qu'il y a. Mais si vous pouviez remonter dans les tuyaux, qu'est-ce que vous verriez? Soit vous suivez le parcours des énergies conventionnelles, nucléaire, pétrole, gaz, charbon, avec leur cortège de dégâts. Soit, bonne nouvelle, vous décidez de choisir une autre énergie, la nôtre, celle d'Enercop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, organisé en réseau de coopératives locales. Et où vous conduisent nos circuits. Auprès de Patrick et Claude, par exemple, nos producteurs d'énergie renouvelable. Nous leur achetons directement l'énergie que nous fournissons à nos clients. C'est ce que nous appelons le circuit court de l'électricité. Le long de nos circuits, vous reconnaissez les régions où ils produisent, aux quatre coins du pays. Puis vous voilà dans les bureaux d'Enercop. Vous pouvez y croiser ceux qui décrochent quand vous téléphonez. Pour Estelle, Gaël et Pierre, pas de script à vous débiter et pas de temps limite avec vous. Voilà aussi Anaïs, Julie et François à la recherche de nouveaux producteurs. Mais maintenant, allez jusqu'au bout des circuits. Allez là où nous décidons comment investir nos bénéfices. En assemblée générale, avec nos sociétaires, producteurs, salariés, clients, tous participent aux grandes décisions de la coopérative sur le principe « une personne égale une voix ». Dans ces choix, ces décisions d'investissement, il y a aussi vos sous. Alors certes, ça coûte un peu plus cher, mais ce que vous financez a de la valeur pour vous. De plus en plus de personnes vont voir ce qu'il se passe derrière la prise. Ça y est, là vous y êtes, à la source de l'énergie Enercop. Et la source, c'est vous, eux, nous, les citoyens. Vous avez sous les yeux la force de notre projet. Bien sûr, personne ne peut remonter le long des fils électriques. Et en fait, techniquement, ce sont les mêmes fils pour tout le monde. Mais tant mieux, car grâce à ça, autre bonne nouvelle, vous branchez sur l'énergie Enercop, c'est très simple, presque comme appuyer sur un bouton. Pas de changement de compteur, pas de coupure. Oui, derrière vos prises, il peut y avoir plus que de l'électricité. Il peut y avoir l'énergie d'un projet de société, plus humain, écologique et local. Enercop, fournisseur d'énergie militante. Vous avez tout compris? Alors, Thomas, l'aventure d'Enercop a commencé en 2007, au moment où le marché de l'électricité s'est ouvert à la concurrence. C'était quoi l'idée de départ, en fait? Enercop, à la base, c'est issu d'un stage chez Greenpeace. C'est Greenpeace qui donc, a compris que le marché de l'électricité allait s'ouvrir et s'est dit « Ok, très bien, bonne décision ou pas, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir le marché de l'électricité? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais avoir le choix de choisir mon électricité. » Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de bons acteurs qui allaient s'ouvrir. Donc, ils ont décidé, avec Biocoop, avec la NEF, avec le comité des énergies renouvelables et un autre acteur que j'oublie, de fonder un fournisseur d'électricité 100% renouvelable de type coopératif. Voilà. Donc l'ambition de ce projet à la base, c'était de faire un service citoyen de l'énergie, vu qu'il n'y avait plus de service public de l'énergie en fait. C'était l'occasion pour les citoyens de reprendre en main leur choix, la politique énergétique du pays, de choisir véritablement, d'avoir un impact sur leur consommation, en tout cas choisir leur consommation qui a un impact sur la politique énergétique du pays.
Et donc voilà, et majoritairement là-bas c'était pour dire non au nucléaire qui était imposé par des années et des décennies de lobbying. Voilà. Et alors donc ça c'était l'idée de départ, donc redonner aux citoyens le pouvoir de choisir son énergie et de choisir quel type de producteur d'énergie on souhaite. Et après, comment ça s'est fait en fait? Il a fallu recruter des producteurs d'énergie. Comment ça s'est mis en place pour arriver à là où vous en êtes aujourd'hui? Alors en fait, Enercop ça a 10 ans, mais ça a quand même pris vraiment de l'ampleur il y a quelques années uniquement, parce que le marché s'ouvre de plus en plus, autant au niveau de la consommation que de la production. Donc en fait, Enercop, nous on a des moyens de production en propre, mais c'est une part très très faible de notre électricité. La plupart de notre électricité, elle vient de producteurs qui sont soit indépendants, soit des collectifs, soit des collectifs de citoyens, ou encore des collectivités qui décident d'acter une transition énergétique, de mettre des panneaux solaires sur leur mairie, sur leurs églises et autres. Et donc, donc à partir de là, elles vont vendre à Enercop. Et nous, Enercop, on va alimenter les gens qui le souhaitent, en fait. Et donc voilà, ça va faire du lien. Donc vos producteurs d'électricité, c'est forcément de l'électricité renouvelable, de l'énergie renouvelable. Donc on a l'éolien, le vent, on a le solaire et on a beaucoup d'hydraulique, c'est ça C'est ça. On a beaucoup d'hydraulique parce que historiquement la France a un fort potentiel hydroélectrique, on ne le sait pas assez. Donc du coup on est quand même à 90% de l'hydroélectricité dans notre mix. L'éolien va prendre de plus en plus de place. Et on ne faut pas oublier la biomasse. Donc on a trois installations de biomasse qui produisent de l'énergie. D'accord. Alors vous dites c'est le circuit court de l'électricité, c'est-à-dire que vous traitez en direct avec les producteurs. Nous à La Ruche qui dit oui, ça nous parle beaucoup ça. Et donc vous achetez l'électricité à un juste prix ou c'est le prix du marché? Comment ça se passe? Ouais, du coup, Enercop avait aussi un peu cette ambition-là, c'était de protéger les producteurs et de mettre en place des conditions qui permettent aux producteurs de survivre par rapport à des conditions de marché qui fluctuent. En fait, le marché de l'électricité, il faut le voir véritablement comme un secteur financier. C'est comme la bourse, il y a des cours tous les jours, ça varie tout le temps. Et donc pour des producteurs, c'est dur d'avoir de la visibilité en fait, sur son installation, quoi. Donc en fait, Enercop, même si on utilise les réseaux Enedis, les réseaux Enedis, c'est donc les réseaux de distribution, on est juste un intermédiaire contractuel en fait entre le consommateur et le producteur, et on va permettre non pas une traçabilité physique de l'énergie, mais une traçabilité contractuelle, financière. Et donc les contrats, l'argent qui va être récupéré auprès des consommateurs qui payent leurs factures va permettre de dégager de l'argent pour dire ok, nous, vous êtes producteur, vous êtes collectif citoyen, vous voulez monter votre projet, on a telle possibilité financière pour vous aider et pour que vous puissiez monter votre projet, quoi. C'est-à-dire que vous subventionnez éventuellement les projets avant qu'ils démarrent, ou alors vous rémunérez à un tarif plus élevé? On rémunère globalement mieux les producteurs ça c'est clair et net. La plupart de nos concurrents, on est en général 10% au-dessus du prix du marché moyen, je dirais. Et bien sûr, en fait, on donne un tarif qu'on peut dire subventionné, en tout cas bien meilleur pour tous les projets de collectifs citoyens. Donc les projets qu'on trouve vraiment chouettes, par exemple, si vous souhaitez mettre un panneau solaire sur un habitat participatif, nous on va mettre ce projet en valeur, on va le trouver chouette et on va le soutenir. Donc voilà, on considère qu'on est un peu le commerce équitable de l'énergie parce qu'on va avoir des producteurs qui vont siéger à la coopérative, au conseil d'administration, qui vont être partie prenante de la coopérative, en fait, tout comme les consommateurs, tout comme les collectivités, tout comme les réseaux de distribution, j'oublie des collèges, consommateurs, salariés, producteurs, voilà. Il y a une gouvernance assez voilà, en fait, il y a une gouvernance, ouais. Et donc les producteurs ont leur mot à dire dans l'organisation et dans le modèle économique de la coopérative.
D'accord, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On voyait une assemblée générale, comme on a pu voir tout à l'heure dans l'habitat participatif. Donc là, c'est des assemblées générales qui se tiennent régulièrement et tout le monde a sa voix au chapitre. Qu'est-ce qu'on décide dans ces assemblées-là? Du coup, quand même une question qui est essentielle dans beaucoup de choses, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne, comment on l'utilise. Donc Enercop n'a jamais choisi de financer ses actionnaires, en fait, en tout cas de rendre de l'argent aux actionnaires. On est une société coopérative d'intérêt collectif, donc en fait, de par nos statuts, on ne peut pas redistribuer on est obligé d'investir 57% de nos bénéfices dans des projets sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est statutairement, ça ne changera jamais. Mais nous, de par notre assemblée générale, on n'a jamais décidé de se mettre de l'argent dans les poches, quoi. Et alors, vous parliez tout à l'heure des coopératives de citoyennes. C'est quoi? C'est qui se regroupent et comment les gens produisent cette électricité-là? Alors, ça va être vous et nous, n'importe qui est intéressé par des logiques d'autoconsommation, qui va vouloir installer une éolienne dans le champ d'à côté, un panneau solaire sur son toit. Donc, ça va être des quartiers, des gens qui habitent ensemble et qui vont décider de construire un projet. Donc du coup, là, ils vendent le surplus à Enercop, mais au départ, ils ont un projet qui est pour eux pour être autonome en énergie, c'est ça? C'est ça. Enfin, après, ça dépend de la construction. Soit ils mettent du stockage sur leur bâtiment, soit ils n'en mettent pas. Dans ce cas-là, ils revendent tout et ils reconsomment de l'autre côté. Mais ça se passe comme ça. Donc en gros, en Ile-de-France, on a une douzaine de projets. Le plus gros, ça va être celui avec la mairie de Paris, en fait, où ils ont un partenariat. Il y a 15 à 20 bâtiments sur lesquels il va y avoir des panneaux solaires, et ça va faire une production à peu près de 500 foyers hors chauffage. Et voilà, et donc en France, globalement, il y a à peu près 300 projets qui sont référencés et qui sont issus uniquement de collectifs de citoyens. Donc en fait, je veux aussi dire que si jamais vous voulez vous investir dans ces projets, c'était peut-être Ok, c'est ma question. Ouais, c'est ça. Si vous voulez vous investir dans ces projets, en fait, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, si on est vraiment très intéressé par les questions énergétiques, on peut devenir membre porteur du projet. On peut toujours filer un coup de main aussi à ces collectivités, mais aussi surtout, en fait, c'est financer ces projets, mettre de l'épargne dans ces projets. Il faut savoir que 40 parts sociales de 50 € permettent de lever 2 000 € de capital citoyen. Avec ces 2 000 €, on va aller voir la banque, on va lever 18 000 € d'argent. Et avec cet argent, on va poser un panneau solaire qui alimente 4 foyers pendant 20 ans. Donc en fait, c'est assez facile, enfin, je veux dire, de participer à la transition énergétique citoyenne avec son épargne aussi, quoi. Et c'est auprès de la Nef, du coup, Du coup, oui, la Nef investit beaucoup dans des projets environnementaux. D'accord. Et on peut aussi, encore plus simple, juste changer de contrat d'électricité. Oui, c'est ça. Et on a vu, c'était juste un bouton, là. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, si on est chez Enercop, qu'est-ce que vous nous garantissez? C'est l'espace publicité. Ouais. Moi, je trouve plein de choses, quoi. Un projet cohérent qui n'est pas capitaliste, qui n'est pas à financer les énergies fossiles. C'est un modèle coopératif, donc on promet la décentralisation. On a 9 coopératives en région et une à Paris. Donc on est dans le circuit court. Voilà, enfin, je sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes la seule coopérative actuellement, enfin la seule coopérative énergétique, ou est-ce que, parce que c'est une coopérative Enercop, mais est-ce qu'il y en a d'autres, parce qu'il y a plein de petits acteurs comme ça qui sortent tous les jours on n'est pas les seuls que... petits fournisseurs d'électricité. On est la seule coopérative fournisseur d'électricité. Après, il y a plein de petites coopératives énergétiques qui se montent, mais là, c'est plus pour un usage local. Voilà, c'est ça.
Donc du coup, juste en message, je veux quand même dire que pour être producteur d'électricité, c'est pas facile. Enfin, l'énergie d'une manière générale, c'est pas un sujet simple. Donc si vous voulez vraiment agir pour l'électricité et l'énergie en général, le meilleur moyen, c'est tout simplement de faire attention à sa consommation, de considérer dans chacun de ses choix, dans chacun de ses d'achats, de déplacements, de tout, de considérer en fait qu'il y a un impact énergétique derrière qui est conséquent. Et donc du coup, en fait, être producteur d'énergie, à mon sens, le meilleur producteur d'énergie, c'est celui qui ne consomme pas, en fait. Voilà. C'était la page anti-pub, justement. Donc, très bien, merci beaucoup. On reviendra avec vous aussi à la fin. On va passer à vous, Edouard, qui êtes cofondateur de Weekendoo. Weekendoo, c'est une très nouvelle initiative, puisque donc, vous êtes créé en janvier 2017, donc il y a un peu plus d'1 an. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une plateforme qui met en relation des artisans avec n'importe qui a envie de se former à l'artisanat. On a aussi un petit spot de 40 secondes, on va regarder et puis on en discute juste après. Ok. Ouais, ce sera plus clair, pardon. Voilà, donc on a vu ici en 40 secondes un petit peu le principe, donc des personnes qui vont s'initier à l'artisanat. Ça vous est venu comment cette idée? Vous parliez d'une frustration tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Depuis que j'étais tout petit, j'ai beaucoup de proches de famille dans l'artisanat et j'avais toujours à cœur de découvrir de nouveaux métiers parce que c'est toujours plein de corps de métiers différents. Dans ma famille en l'occurrence, et donc à chaque fois je frappais un peu aux portes et je me disais voilà, est-ce que je peux passer une journée avec vous, apprendre quelque chose, machin. Ils me disaient bah non, c'est pas trop possible, il faudra que tu fasses une formation ou alors j'ai pas d'assurance. Et donc de porte en porte je me suis dit bon bah zut, c'est un peu ennuyeux cette histoire, pourquoi pas monter un moyen de s'initier à un savoir-faire juste rapidement, quelques heures ou alors une semaine. Et j'en ai parlé à 2 amis et eux avaient aussi une sensibilité à l'artisanat pour des raisons différentes. Grégoire, qui lui vient de Limoges, dans le Limousin, et il voyait plus l'artisanat comme un moteur de dynamique territoriale. Donc plutôt beaucoup de petites entreprises unipersonnelles ou même assez peu d'employés, et qui peuvent être utiles pour justement pour faire vivre un territoire. C'est un peu comme un commerce de proximité simplement. Et donc lui avait plutôt à cœur de développer ça pour mettre en avant des petits acteurs locaux. Et après le troisième, donc Arnaud, lui cherchait à se reconvertir. Et il voulait devenir meunier, en l'occurrence, et il rentrait de 1 mois et demi chez son parrain qui avait un moulin, et on l'a rencontré à ce moment-là, donc voilà, c'est comme ça que l'équipe s'est montée. Donc vous avez monté une plateforme, parce qu'en 2017, et donc comment vous avez fait? Vous avez recruté des artisans, vous les sélectionnez, comment ça se passe concrètement? Et au début, on était vraiment avec notre petit baluchon et notre bâton sur le dos, donc on allait un peu taper aux portes. L'idée, c'était pas du tout d'imposer un format et de dire voilà, l'idée, c'est que ça dure une demi-journée, que ça coûte tant, etc. C'était vraiment de créer des formats où les gens puissent s'approprier, découvrir un savoir-faire, donc réellement repartir avec quelque chose, et aussi que l'artisan puisse mettre en avant sa patte, entre guillemets, derrière, quoi. Donc on a un peu tapé aux portes, on leur a dit voilà, de quoi vous avez besoin. Ils nous ont dit on a besoin d'un client, et on leur a dit pourquoi est-ce qu'il y a moins de clients, et en fait ce qui ressortait, un autre angle qu'on n'avait pas forcément anticipé à ce moment-là, c'était, ils nous ont tous dit en fait les clients trouvent que ce qu'on fait est beaucoup trop cher. Et le meilleur moyen qu'ils se rendent compte pourquoi c'est cher, c'est qu'ils viennent le faire eux-mêmes. Et c'est aussi un autre point assez fort dans le projet qui s'est développé au fur et à mesure. Et donc en fait en parlant avec eux simplement de quel format on pourrait faire le plus pertinent pour eux, et on a développé. En fait chaque métier est hyper différent. Si vous voulez, vous avez un cycle de production. Si vous voulez faire un petit bijou par exemple, vous pouvez le faire en quelques heures, mais si vous voulez faire un meuble, vous avez des temps de collage, de séchage, vous avez plein de choses comme ça qui fait que ça s'étalera sur plusieurs jours. Donc il n'y a pas vraiment de format prédéfini, quoi. Et donc à chaque fois on co-construit l'atelier avec eux. Et alors vous avez plein de types d'ateliers, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux? Quelle est la demande en fait, là où est-ce que les gens ont envie d'acquérir des savoir-faire?
C'est assez variable. Autant ça peut être dans le bois, par exemple, tout le monde est intrigué par le bois, j'ai envie de savoir faire des assemblages, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on peut ramener chez soi et qu'on peut réutiliser. Ou alors c'est des objets plutôt du quotidien, par exemple de la poterie. Donc tout le monde, enfin plein de gens en tout cas sont intéressés pour faire des petits bols, apprendre à faire du tour, du modelage. Et après d'autres qui marchent bien, c'est le cuir également, donc la maroquinerie, et après l'art floral aussi, donc plutôt de la déco pour le coup. Et je crois qu'il y en manque un qui marche bien aussi. Les bijoux, ça marche bien aussi. Et alors, est-ce que ça n'a qu'un an, donc c'est encore, on ne peut pas forcément regarder tellement en arrière, mais est-ce que ça a créé des vocations? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, un peu comme nous tous, se sont dit, bah, moi je sais rien faire, j'ai deux mains gauches, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont, en passant par ces ateliers-là, qui ont pu franchir le pas et devenir artisans à leur tour? Enfin, est-ce qu'il y a des choses, des histoires comme ça? Complètement, ouais. C'était un peu l'idée aussi, c'était de permettre à tout le monde de découvrir un métier finalement et de voir, ok, est-ce que j'ai envie de partir par là, et d'éviter un peu cette espèce de barrière à la sortie, un peu de glace qu'on a parfois dans son job, et on se dit voilà, pourquoi pas le manuel, mais on n'a pas envie de se lancer dans 3 semaines de formation, quoi, ou même plus parfois. Et donc là l'idée c'était de faire des formats un peu courts, et oui, je pense qu'on on doit avoir à peu près 150 personnes par semaine qui sont dans les ateliers, et là-dedans je pense qu'il y a bien 15 ou 20% qui se posent la question de faire une reconversion. Et on a même des histoires assez marrantes. Il y avait une fille qui bossait dans la communication. Elle a fait un stage chez une fleuriste, donc coup de cœur avec la fleuriste, etc. Elle est restée 1 semaine là-bas, et maintenant elle a quitté son job, elle est devenue fleuriste à son tour, quoi. Donc là elle commence par faire des ateliers, parce que c'est comme ça qu'elle avait découvert le truc, mais là elle veut lancer sa marque, etc., quoi. Alors vous êtes sur Paris, sur Lyon, bientôt sur Nantes. À Paris, il y a moi j'en connais un seul que j'ai pu faire, qui était l'atelier de mozzarella. Vous nous racontez un peu les 2 Italiens, Nanina. Vous les avez rencontrés, résultat. Ouais. Et ça c'est assez rigolo, ouais, pour le coup. C'est donc lui, l'histoire un peu, pour le coup, se réapproprier sa production, c'était assez proche de ça. Son grand-père était italien, il disait on peut pas manger une bonne mozza, à Paris, parce que la mozza voyage très très mal. Et si vous voulez ramener du lait de bufflone des pouilles, vous êtes obligé de le congeler, mais il perd ses propriétés gustatives, etc. Donc l'idée c'était d'avoir des bufflones en Auvergne, ouais, c'est ça, en Auvergne, et de pouvoir utiliser ce lait pour faire de la mozzarella à Paris. Et donc il a trouvé un Italien, c'est vraiment ça, il a cherché un Italien, il a trouvé un Italien qui avait un savoir-faire assez particulier, et qui avait un peu tourné dans le monde entier, donc qui avait pu étudier comment le lait réagissait dans différentes géographies, etc. Et ils ont monté une fromagerie dans le 11e qui s'appelle donc Nanina. Et ils font de la mozza, et ils font aussi de la ricotta, de la scamorza, enfin plein de fromages italiens, et un peu de charcuterie. Et l'idée là pour le coup, cet atelier c'est plus convivial, hein. Vous apprenez un truc, enfin pas énormément de choses, mais vous apprenez au moins quelques techniques de base, et vous découvrez aussi une histoire, et ça finit par un petit verre en plus, ce qui est assez rigolo. Et une mozza trop bonne, voilà, c'est ça. Chercher les mots, ouais. Dans ce même esprit, hein, que ce que vous faites, il y a les Fab Labs qui se développent beaucoup. Donc des Fab Labs, vous voyez ce que c'est des espaces partagés où on se partage des outils et des savoir-faire. Est-ce qu'il y a des liens que vous avez pu créer avec eux? Est-ce que vous avez envie d'aller aussi là-dedans plus tard? C'est assez. En fait, le numérique n'est pas toujours très très bien accepté chez les artisans, parce que parfois il fait un peu peur, et c'est aussi des temps de production qui sont réduits, donc résultat des coûts qui sont inférieurs. Enfin, il y a une petite guerre qui se crée. Et donc au début c'était une vraie question, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette relation avec les Fab Labs? Et ça s'est fait assez naturellement. On en a rencontré plusieurs. Et en fait un Fab Lab, c'est pas que des imprimantes 3D, des découpes laser, etc. Donc c'est aussi des artisans qui bossent avec des outils traditionnels. Et on a commencé avec ici Montreuil, qui est pour le coup à Montreuil aussi, et qui eux rassemblent beaucoup d'artisans, mais qui font aussi du numérique. Enfin voilà, le pont, la barrière n'est pas forcément infranchissable du tout, quoi. Donc là on commence à bosser avec eux, ça marche très bien. Et au contraire, ce qui est assez amusant, c'est que en fait, en parallèle de l'entreprise, on a monté une association pour fédérer un peu le collectif des artisans, et pour qu'eux puissent bosser ensemble. L'idée de départ, c'était de pouvoir postuler sur des salons où le stand était trop cher, et de pouvoir, via l'association, avoir un seul ticket d'entrée, après diviser. Et finalement, l'asso a bien marché. Ça a vraiment commencé par des petites bières où on discutait, et finalement la relation est très bien passée. Après il y a eu des collaborations artistiques, et ensuite des échanges de savoir-faire entre les artisans. Donc un ébéniste pouvait aller chez un maroquinier, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a une sorte de sentiment de collectif qui se crée, et le fait qu'on fasse tous ces événements, ça a fait que il y a eu des échanges de savoir-faire entre du numérique et de l'artisanat plus traditionnel. Et c'est une toute petite échelle, hein, vous l'avez dit, on a 1 an et demi, mais on a déjà vu plein de collaborations se faire, de partage de machines aussi, de choses comme ça. Et qui participe à ces ateliers? Est-ce que c'est
Est-ce que la jeune génération est intéressée par ça ou est-ce que c'est plutôt les anciennes générations qui viennent C'était une vraie question. Les métiers plus des loisirs créatifs, enfin, quand on le définit comme beaucoup de métiers de DIY, etc., c'était plus un peu moins jeunes que moi, disons en tout cas. Et là, pour le coup, on touche un peu de tout. Et aussi via le biais des cadeaux, en fait, parce que plein de gens se l'offrent. Et résultat, les gens qui l'achètent l'offrent à des gens très différents. Donc là, pour le coup, je pense que c'est un peu en fait comme aimer faire de la cuisine, quoi. Ça peut toucher toute la sociale, tout âge, tout genre, enfin tout le monde, quoi. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes à Paris, donc la majorité des ateliers sont à Paris, il y en a une grosse partie aussi à Lyon. Vous arrivez à Nantes, c'est ça? Et même à Bordeaux, là, on a ouvert à Bordeaux il y a 1 mois et demi aussi. D'accord. Et ça a très très bien démarré aussi. Et c'est assez marrant, en fait, chaque ville a une identité propre. Donc, Paris, pour le coup, c'est très cosmopolite et tout. Mais Bordeaux, ça a démarré sur le chapeau de roue. Et Nantes, qui est une ville aussi très, très maker, avec une vraie, très maker, très Fab Lab, etc. Avec une vraie vision de la consommation et une mairie qui pousse beaucoup sur la culture aussi. Donc, on est hyper impatient. Là, j'y vais mercredi prochain. Et alors après, donc après 1 an et demi, qu'est-ce que vous avez comme projet? On a pas mal de projets. On s'est installé dans le viaduc des Arts à Bastille, qui est des grandes voûtes en briques entre Bastille et Daumesnil, en fait. Et donc l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer des ateliers à des artisans qui n'ont pas d'atelier. En fait, de pouvoir proposer un lieu de travail pour faire des ateliers à des artisans qui n'ont pas de local. Parce que, en fait, dans notre grille de critères, on ne peut pas accepter de faire des ateliers chez quelqu'un en termes d'assurance et tout. Donc on s'est dit, c'est dommage, il y a des gens qui ont plein de talent, pourquoi pas les accueillir ailleurs? Et donc on a ouvert ça avec Make Sense, qui est une association qui accompagne les entrepreneurs sociaux. Et pour le coup, donc, ce lieu, on l'utilise pour des artisans qui veulent prototyper un peu, accueillir par exemple des clients ou alors exposer pendant 1 mois et demi, par exemple, un petit peu ce qu'ils veulent faire en vitrine, quoi. Et après, ça nous sert aussi pour l'événementiel parce que y a les clients particuliers en effet, mais il y a aussi des entreprises qui sont assez friandes de changer du paintball, des trucs comme ça pour les activités et de faire quelque chose qui a un peu plus de sens. Donc là, on essaie vraiment de construire des offres, en l'occurrence avec Make Sense, avec une sorte de réflexion sur le rapport à la main, l'organisation dans l'entreprise qui peut être repensée assez facilement dans des phases de production, enfin plein de choses comme ça, quoi. Et est-ce que vous allez produire des panneaux solaires pour Enercop Je ne sais pas trop comment c'est fait, mais ça a l'air un peu compliqué. J'ai peur qu'ils ne veulent pas trop qu'on vole les secrets de la princesse. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un petit tour là rapide de chacun. Donc on a parlé habitat, énergie et savoir-faire. Ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions. On a encore comme ça 20 minutes de questions. Voilà, si ça vous va. Alors, si vous pouvez vous lever et voilà, parler dans le micro, c'est parfait. D'accord. Merci. Bonjour. Juste une question du coup sur l'habitat coopératif. Je tenais juste à savoir si finalement, économiquement parlant, en fait, c'est compétitif par rapport à un marché qui est très développé. Voilà. Est-ce que finalement, on se retrouve quelque part dans ces comptes? Alors nous, on essaye de faire en sorte que les habitants, leur travail, leur temps soit rémunéré. C'est-à-dire que du coup, on vend un tout petit peu en dessous du prix du marché, mais en même temps, ces projets ne doivent pas être des projets où on ne vient que parce que c'est une bonne affaire. Il y a plein de risques, il y a plein d'écueils dans ces projets-là, donc il faut aussi être attentif à ça. Mais en même temps, effectivement, par contre, on ne fait pas des projets où on va vendre plus cher que le prix du marché parce qu'on va être un projet différent. On essaye de trouver un équilibre et dans notre modèle économique, on part du principe que dès qu'on a un équilibre, on fixe le prix de vente et nous, quand on vend un projet, on s'engage sur un prix de sortie. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils savent combien ils vont payer à la fin, etc. Donc c'est garanti, on va dire. Donc de ce côté-là, on est dans un registre à la fois économique classique, mais on essaye de s'inscrire un tout petit peu différemment dans cet environnement. Par la même occasion, est-ce que vous utilisez des matériaux bio, écologiques ou pas forcément? Oui, mais en même temps, aujourd'hui, l'écologie, les matériaux dans la construction, il y a aussi beaucoup de faux semblants et de choses qui sont un peu des leurs. Hein. Nous, on milite aussi beaucoup pour être un peu objectif sur ce qu'on fait et savoir pourquoi on fait les choses. On est contre les labels dans notre façon d'aborder les projets. On pense que la dynamique et on va dire l'intelligence collective, elle doit se structurer autour d'autres et pas des clichés. Voilà, c'est un peu brut peut-être comme
réaction et dans un endroit où on a envie d'entendre autre chose. Mais par exemple, le bâtiment qu'on a vu est en béton. Voilà. Il a une isolation par l'intérieur. En même temps, il est très très bien fini. C'était le seul moyen pour faire des jardins sur les toits qui fassent cette épaisseur et qui pèsent ce poids. Donc c'est un choix. À un moment donné, on a décidé plutôt de construire de façon peut-être plus classique, mais en même temps avec plein de technologies qui nous permettent d'être très efficaces en termes de performance thermique. C'est-à-dire qu'on isole très très bien. Mais le choix, c'était le jardin. Et un autre projet, on l'aura fait en bois. Voilà. Donc on ne s'arrête pas avec simplement une sorte de cliché ou de drapeau comme ça qu'on veut brandir. On essaye de réfléchir quand même un peu plus sur qu'est-ce qu'on veut faire, et après on trouve le bon outil et le bon produit. Mais évidemment, aujourd'hui, de toute façon, ce qui fait la différence, c'est que de plus en plus de filières, de plus en plus de systèmes constructifs sont liés à des pratiques écologiques, ou en tout cas biosourcées, etc. Donc ça va de soi, mais je pense qu'il faut faire aussi attention à ne pas rentrer dans un travers. Récemment, pour donner un exemple, on nous a demandé dans un concours de mettre en Île-de-France la totalité de panneaux solaires sur les toits, alors que, au fond, la vraie économie qu'on avait envie de faire, c'était faire que les bâtiments soient économes en énergie. Donc on voulait mettre de l'argent dans l'isolation, dans la structure bois, dans plein de choses, sauf dans les panneaux solaires. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est aussi important, comme on disait tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de ne pas consommer. Donc, quand on se fixe ça comme objectif, est-ce qu'à un moment donné, il y a des outils qui sont les bons ou pas? Les peintures, bien sûr, les peintures, aujourd'hui, de plus en plus, les peintures sont sans solvant, et quelque chose qui était innovant il y a 5-6 ans, aujourd'hui presque devient quelque chose de banal. Donc ça, c'est aussi facile de s'en emparer. J'avais aussi une question par rapport à l'ANERCOP Linky. Oui. On vient de publier une nouvelle note de positionnement sur Linky, donc vous pouvez aller la voir, elle est toute fraîche. Mais globalement, c'est ça le message qu'on dit, c'est nous on est fournisseur, on n'est pas du tout propriétaire des compteurs ni du réseau de distribution. Donc pour refuser, en fait, il faut s'orienter vers sa commune, vers sa collectivité, et c'est elle qui est détentrice du contrat du compteur, en fait. Il n'y a que elle qui peut vraiment agir dessus, quoi. Nous, notre position, voilà, elle est... on est un peu entre deux eaux, parce que il y a quand même quelques avantages d'un point de vue des problématiques futures, hein, d'équilibrage du réseau, mais il y a plein de désavantages, et on pense qu'on aurait pu avoir le même bénéfice avec beaucoup moins de complexité. Enfin, déployer autant de compteurs, c'est pas nécessaire. Bonsoir. Je vais poser 2 questions à Xavier. La première, c'est du coup, comme ce ne sont pas des habitants qui avaient un projet en commun au départ, quel est votre argument de départ pour que les gens viennent? Sur quoi vous axez votre point de départ de projet? Et la deuxième, c'est dans les phases finalement de projet puis de chantier, comment vous gérez l'inclusion des habitants, la participation de façon concrète, quoi. Donc la première question, les habitants, ils viennent dans le projet. Je sais pas, chaque projet est différent. Il faut partir du principe qu'il n'y a pas forcément de règles, et que chaque projet d'habitat participatif a des histoires différentes. Donc les gens vont y venir pour des raisons différentes. Ça ne sera pas la même chose si c'est en milieu rural, en milieu urbain, périurbain. Donc au fond, c'est difficile de répondre à votre question. Et il faut laisser, je pense que c'est un enjeu fort de l'habitat participatif, c'est de laisser cette différence entre tous les projets. Il y a aujourd'hui des enjeux qui sont importants, qui sont liés aux coopératives d'habitants, où on est en train de réfléchir, est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas être propriétaire de son logement? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses aussi. Et au fond, les deux peuvent vivre en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Donc là-dessus, moi j'aurais envie de dire, tout est possible. L'autre question est un sujet délicat. Parce qu'évidemment, construire avec les autres, c'est complexe. Que tant qu'on leur propose des choses qui vont dans leur sens,
ils les prennent avec plaisir. Dès qu'il y a des choses qui vont dans l'autre sens, c'est plus difficile à accepter, et que notre travail est aussi, à un moment donné, de faire accepter le fait que un projet c'est compliqué, un chantier c'est compliqué, et au fond il y a aussi un truc qui est au fond bien, mais en même temps, même si nous, on est le fusible qui sautons parfois, c'est que les habitants qui s'impliquent dans ces projets-là sont tellement ambitieux, ils ont tellement envie que ce soit parfait, que parfois ça dépasse un peu l'entendement. Voilà, donc on est obligé aussi d'expliquer, de lutter contre une sorte d'absolu, mais en même temps, les habitants se sont engagés pendant plusieurs années, donc quelque part c'est normal, donc on ne peut pas non plus leur en vouloir d'avoir cette ambition. Mais en même temps, nous, en tant que maîtres d'ouvrage et porteurs de projet, voilà, parfois c'est un peu déstabilisant, mais c'est aussi pour nous un manque d'expérience. Voilà, on est une start-up faite de vieux, mais on est quand même une start-up et on a peu de projets dans notre histoire, et donc on apprend aussi comment gérer ces questions-là. Mais c'est un enjeu hyper important d'imaginer que la dimension participative, l'expérience collective, elle se fait aussi à un moment où ça se passe mal. Et elle doit aussi se réfléchir à un moment où ça se passe mal. Peut-être une question plus aux deux startups, mais est-ce que vous êtes des entreprises rentables? On peut poser la question aux trois, peut-être? Allez. C'est peut-être différent pour la coopérative. J'ai cru comprendre de votre propos qu'elle était bénéficiaire. Nous oui, on est. Enfin, le modèle. Aujourd'hui, on est encore dans une phase d'investissement. Donc, parce qu'on a décidé comme je le disais tout à l'heure, depuis 2 ans, de recruter et de faire des investissements, notamment informatiques. Donc on n'est pas en ce moment bénéficiaire. Enfin, notre résultat, vous le verrez en fait si vous venez à l'Assemblée Générale ce samedi. Oui, ça fait 10 ans qu'on est là et on tient le coup. Enfin. Donc c'est pas encore rentable. Disons qu'on est encore en train de rentabiliser nos investissements, enfin d'amortir nos investissements. Mais non, le modèle économique dans sa conception, il est rentable de la coopérative. Oui, pardon, je suis hyper cartésien, mais c'est pas encore bénéficiaire. Et sauf si c'est indiscret, mais ça m'intéresse pour les 2 autres sociétés. Ouais. Nous, on était très, très léger en coût pour l'instant, et là, comme on était rentable maintenant, et là, comme on a envie d'accélérer un peu, on prend un petit peu de sous pour nous permettre de rentabiliser. Mais en 1 an et demi, on était rentable, à peu près. Nous, on est rentable dans le sens où effectivement on arrive à financer les opérations qui suivent. En même temps, on fait beaucoup de projets sur lesquels on perd de l'argent, des projets où on est presque en bénévolat. Par exemple, là, on porte une halle alimentaire à la Villette, la manufacture de l'Ourcq. Donc c'est un endroit où on a gagné un concours qu'on a gagné dans Réinventer la Seine. Donc là, c'est du bénévolat pur. Après, il y a d'autres projets qui vont être plus rentables. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on gagne beaucoup moins d'argent qu'un promoteur classique. Mais en même temps, on est une petite structure, on est 3. On se paye quand on peut ou quand on veut, donc quand on a besoin. Donc voilà, la question de rentabilité, elle est aussi. Aujourd'hui, on n'a pas un besoin d'avoir. On n'a pas une entreprise avec 50 salariés à rémunérer, donc c'est difficile de savoir. Peut-être qu'on se posera la question. Nous, on existe depuis, je ne sais même plus, 2011, je crois, 2010-2011. Dans 10 ans, on verra au regard de. Parce qu'une opération immobilière, c'est 3 ans, 3-4 ans. Celle d'avant avait été plus longue pour des problèmes administratifs. C'est difficile de voir la rentabilité sur des projets très longs comme ça et qui sont isolés parce qu'on n'en fait pas non plus 50. Donc voilà. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que ce soit efficace et rentable et qu'à un moment donné, ce soit un modèle économique comme un autre. Voilà. C'est aussi ça l'enjeu. Bonjour, une question par rapport aux habitats participatifs. Je voulais rebondir à une réponse que vous avez eue où vous avez dit que vous étiez surpris des demandes parfois un petit peu surprenantes ou des gens qui voulaient que ce soit parfait. Est-ce que vous vous êtes retrouvé face à des défis qui ont fait que vous avez trouvé des solutions inattendues? Vous avez dû créer des choses qui n'existaient pas encore? Alors ça, c'est le propre de tous nos projets, je crois, c'est qu'on n'arrête pas de faire ça. Mais pour des petits détails, parfois, ça peut
c'est que le métier de promoteur, c'est aussi quand même cette particularité c'est des objets qu'on construit qui sont au fond assez manuels. C'est pas des avions, c'est pas des voitures, c'est pas des modèles industriels. On est confronté constamment dans un chantier à réaménager des choses ou concevoir autrement. Et ça aussi, quand on a un habitat participatif, on emmène les gens. Quand on a un problème, on lui montre, on lui explique comment est-ce qu'il faudrait qu'on trouve la solution. Il faut déplacer la douche ou il y a un problème. Donc on est constamment obligé de... Et le fait d'être avec l'habitant, c'est à la fois simple parce que du coup on peut l'aider à être... Et c'est compliqué aussi parce qu'on a un rapport qui est différent, donc on peut pas s'en foutre s'il n'est pas content, c'est impossible. Donc, et en même temps, dans ces projets-là, il y a aussi plein d'histoires. Donc ça, c'est toutes les parties un peu matérielles, techniques, mais c'est aussi, on invente des choses quand à un moment donné, on trouve qu'il y a quelqu'un, son appartement, puis il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un s'en va, et on va lui dire, mais en fait, toi, tu vas pas habiter là, parce qu'on te propose d'aller habiter au-dessus, parce que l'appartement... Donc on est ensuite dans une relation où, au quotidien, on est amené à imaginer des choses assez rapidement et à prendre des décisions assez rapides. Et ça peut être parfois un peu antinomique avec le besoin d'un habitat participatif qui est de prendre son temps, de réfléchir, d'avoir le temps de... nous, dans un process de construction, on n'a pas cette liberté. Et c'est ça qui parfois est à la fois assez intéressant, assez fascinant, mais aussi qui peut poser des frictions. Pour Enercop, vous parliez que vous aviez 90% de vos installations, c'est de l'hydroélectrique. C'est quoi les infrastructures dont vous disposez? C'est des micro-stations ou vous avez des parts dans des gros barrages? En propre, vous voulez dire? Ouais. En propre, ça va être uniquement des participations dans des projectifs citoyens. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut à peu près 10 000 € pour poser un panneau. Sur des projets à 300 000 à 400 000 €, nous on va prendre 25 50 000 €, on va investir dans ce type de projet, quoi. Et quand vous dites 90% d'installation en hydroélectrique? Oui, donc du coup notre part de production, enfin l'actif de production qu'on détient en propre, c'est 0,01% de l'électricité qu'on produit, quoi. Les 90% d'hydroélectrique, c'est des producteurs indépendants. Donc des collectivités, des collectifs citoyens, des PME, PMI, des familles, des entreprises familiales. Mais plutôt des projets autonomes par rapport à la question, est-ce que vous prenez des parts dans des grandes microcentrales, c'est un peu... dans des centrales hydrauliques de taille conséquente, ou est-ce que vous favorisez les petites installations? Non, c'est des petites installations, oui. On n'a pas non plus la capacité financière d'investir dans des grosses installations, quoi. Est-ce qu'il y a aussi une taille, est-ce que vous êtes dans les micro installations, ou est-ce que si je produis que, non j'y connais rien, mais si je produis que très peu, finalement ça ne va pas vous intéresser? Est-ce qu'il y a un seuil minimal de production pour pouvoir être fournisseur chez Enercop? En fait, il n'y a pas d'occasion. En fait, la plupart des gens qui ont des panneaux solaires ou qui ont des très petites installations, légalement encore, ils sont quasiment obligés de revendre EDF. Enfin, ils ne sont pas obligés, mais il y a des frais administratifs, techniques qui font que l'occasion ne se présente pas vraiment, en fait, pour Enercop. Dernière question. Non, tout est clair. On conclut? On conclut. Et puis on pourra continuer de discuter autour d'un verre. Je vous conseille de descendre après, parce qu'on est toujours très bien accueillis. Oui, on est très bien accueillis. Et puis on est aussi tenu à une horaire de fermeture. Donc si vous voulez vraiment poser vos questions ou discuter entre vous, on se retrouve en bas. Merci à tous, merci à vous trois. Merci Hélène. Merci.